Chaque matin, je me réveille, je traîne mes pieds encore endormis jusqu'à ma salle de bain et je m'assois sur ce que les historiens pourraient bien appeler la plus grande invention de l'humanité civilisée, les toilettes. Ce trône de porcelaine, blanc brillant, attend patiemment, toujours là, toujours disponible, toujours prêt à accomplir sa mission silencieuse. Nous accordons plus d'attention au choix de nos rideaux de douche qu'à cette merveille d'ingénierie sanitaire. Nous passons des heures à débattre de la couleur de nos serviettes, mais combien de temps avons-nous vraiment réfléchi à ce que serait notre vie sans ce simple privilège? 5 minutes? Même pas. Pourtant, en ce moment précis, à Paris seulement, environ 3000 personnes se réveillent avec une question beaucoup plus urgente que la couleur de leur décoration intérieure. Cette question est brutale, primitive et terriblement humaine. Où vais-je pouvoir chier aujourd'hui? Vous pensez peut-être que c'est vulgaire de parler ainsi, mais savez-vous ce qui est vraiment vulgaire? Le fait qu'à Paris, ville de lumière et du luxe, il n'y a que 420 toilettes publiques disponibles 24 heures sur 24. Une toilette pour chaque 5000 habitants. C'est comme organiser un concert de Beyoncé avec un seul siège pour tout le public. Absurde, inhumain. Et pourtant, c'est notre réalité quotidienne. Notre corps, cette machine biologique magnifiquement complexe, ne négocie pas avec nos circonstances et nos sociales. Il s'en fout complètement que vous soyez PDG ou sans-abri, riche ou pauvre, logé ou dans la rue. Quand la nature appelle, elle appelle. Point final. Imaginez quelque chose avec moi. Demain matin, vous vous réveillez et toutes les toilettes de votre vie ont disparu. Votre appartement, votre bureau, votre café préféré, le centre commercial, la station de métro. Toutes. Évaporées. Combien de temps tiendriez-vous avant que la panique ne s'installe? 2 heures, 4 heures, certainement pas toute une journée. Maintenant, imaginez vivre cette réalité non pas pendant une journée, mais pendant des mois, des années, chaque putain de jour. Bienvenue dans un monde que vous ne voulez pas connaître, mais que vous devez comprendre. Les chiffres ne mentent jamais, mais ils peuvent choquer. Lyon, 87 toilettes publiques pour 515 000 habitants. Marseille, une situation encore pire, avec seulement 62 cabines fonctionnelles pour 870 000 âmes. C'est un peu comme avoir une seule baguette pour nourrir tout un village. Techniquement, c'est de la nourriture, mais bonne chance pour que tout le monde mange. Pendant ce temps, Tokyo, cette métropole futuriste qui semble venir d'une autre dimension, dispose d'une toilette publique tous les 300 mètres environ. Vous pourriez littéralement fermer les yeux, marcher dans n'importe quelle direction et trébucher sur un WC propre en moins de 5 minutes. Les urbanistes japonais ont compris quelque chose que nos brillants cerveaux européens semblent ignorer. Les humains font caca, régulièrement, et ils ont besoin d'endroits pour le faire. La France, ce pays qui se vante de ses droits de l'homme, de sa révolution égalitaire, de sa devise « liberté, égalité, fraternité », a visiblement oublié d'ajouter « et des toilettes pour tous » à sa liste. Nous avons plus de boutiques Louis Vuitton dans le triangle d'or parisien que de toilettes publiques dans tout le 16e arrondissement. Plus de banques BNP Paribas que d'endroits où un être humain peut dignement soulager ses intestins. Une étude réalisée en 2024 par l'association Le Droit au logement a révélé quelque chose de terrifiant. Dans les grandes villes françaises, une personne sans domicile doit marcher en moyenne 4,2 km pour trouver une toilette publique accessible. 4,2 km. C'est presque 1 heure de marche. Maintenant, pensez à la dernière fois où vous avez vraiment eu besoin d'aller aux toilettes d'urgence. Auriez-vous pu marcher pendant 1 heure? Dans la rue, il existe un code, un ensemble de règles tacites que personne n'écrit dans les livres, mais que tout le monde apprend rapidement. C'est comme Fight Club, mais pour trouver un endroit où pisser. Règle numéro 1. Jamais, jamais, jamais près d'une école ou d'un parc pour enfants. C'est non seulement moralement répréhensible, mais aussi le moyen le plus rapide de se retrouver avec les flics sur le dos. Et une accusation qui ruinera définitivement vos chances de retrouver un logement stable. Règle numéro 2. Les chantiers de construction. Le week-end sont des mines d'or.
Ces toilettes chimiques bleues et puantes deviennent des palais de porcelaine quand c'est votre seule option. Mais il faut faire vite. Les agents de sécurité ne sont pas connus pour leur compassion envers les intrus. Règle numéro 3. Derrière les bennes à ordures, c'est moche, ça pue déjà, mais au moins il y a de la couverture. Le seul problème, les rats. Ces petits salauds ont colonisé ces territoires bien avant vous et ils ne partagent pas volontiers leur domaine. J'ai passé 6 mois à faire du bénévolat dans des refuges pour sans-abri à Lille. Les histoires que j'ai entendues pourraient remplir une encyclopédie de l'absurde. Un homme nommé Philippe m'a raconté qu'il avait cartographié mentalement tous les spots stratégiques dans un rayon de 10 km autour de la gare. Il appelait son endroit préféré, un recoin derrière une bouche de ventilation qui offrait à la fois chaleur et discrétion. Mon bureau. Quand quelqu'un me demande où je dis que je vais au bureau, m'a-t-il dit avec un sourire qui cachait mal sa tristesse. L'humour noir, c'est tout ce qui me reste parfois. Les parcs deviennent des sanctuaires après la tombée de la nuit. Les arbustes denses, les coins sombres derrière les aires de jeu, les bosquets près des étangs, tous ces espaces verts deviennent des toilettes improvisées une fois que les familles et les joggeurs rentrent chez eux. Les bibliothèques étaient autrefois des refuges fiables, chauffés en hiver, climatisés en été, avec des toilettes propres et gratuites. Mais maintenant, la plupart exigent une carte de bibliothèque pour accéder aux sanitaires, parce qu'apparemment, le droit de chier est réservé aux lecteurs enregistrés. Les cafés Starbucks ont adopté la même politique. Fini le temps où vous pouviez entrer discrètement et utiliser leurs installations. Maintenant, ils ont des codes d'accès plus longs que mon mot de passe Netflix. Des séquences de 6 chiffres qui changent quotidiennement. Et si vous pensez acheter un café à 4,50 € juste pour obtenir le code, rappelez-vous qu'avec cette somme, une personne sans abri pourrait manger pendant 2 jours. L'ironie cruelle de tout cela, les villes ont de l'espace, énormément d'espace, mais pas le bon type d'espace. Il y a plus de distributeurs de billets que de toilettes publiques, plus de bornes de recharge pour voitures électriques que d'endroits où un humain peut satisfaire ses besoins biologiques de base. On peut charger sa Tesla en plein centre-ville, mais on ne peut pas vider sa vessie. Bravo, le progrès! Vous avez trouvé votre endroit. Félicitations! Maintenant vient la partie olympique de cette épreuve de survie. Accomplir réellement votre mission sans tomber, sans vous faire repérer et sans perdre votre dignité, ce qui reste de toute façon. Voici quelque chose d'ironiquement drôle que peu de gens savent. S'accroupir pour déféquer est en fait la position naturelle pour laquelle le corps humain a été conçu. Nos toilettes modernes, avec leur hauteur confortable, ne rendent pas service à notre système digestif. Des études médicales montrent que lorsque vous êtes accroupi, votre corps s'aligne naturellement d'une manière qui facilite tout le processus. En fait, dans les pays où la position accroupie est encore la norme, comme en Inde, en Chine rurale ou dans certaines parties du Moyen-Orient, il y a 80% moins de cas d'hémorroïdes et de problèmes intestinaux chroniques. Qui aurait cru qu'être sans abri vous placerait accidentellement à l'avant-garde de la santé digestive optimale? C'est probablement la seule chose positive dans cette situation de merde, littéralement. Mais trouver le bon système de soutien est crucial. Les arbres deviennent vos meilleurs amis. Ce sont les barres d'appui de Dame Nature. Les pare-chocs de voiture fonctionnent aussi, bien qu'il soit préférable d'éviter les modèles de luxe équipés d'alarmes sensibles au toucher. J'ai entendu parler d'un gars qui a essayé de s'appuyer sur un support à vélo et a fini par déclencher le système d'intervention d'urgence de la ville. Les pompiers, la police, tout le cirque. Imaginez essayer d'expliquer ça. Les vrais pros connaissent toutes les astuces. Une position plus large égale une meilleure stabilité. Faire face à une pente descendante empêche les situations de roulement involontaire. Une légère inclinaison vers l'avant aide à l'équilibre, mais trop, et vous risquez la catastrophe faciale. C'est essentiellement comme essayer de faire une chaise invisible contre un mur, sauf qu'il n'y a pas de mur et que les enjeux sont beaucoup plus élevés. La météo ajoute une couche supplémentaire de complexité qui transforme cette tâche déjà difficile en sport extrême. La pluie rend tout glissant, et je veux dire tout.
Vos mains ne trouvent aucune prise, vos pieds dérapent et les surfaces deviennent des patinoires de cauchemar. La neige signifie geler des parties du corps qui ne devraient jamais, au grand jamais, être gelées. Le froid engourdit vos muscles, rendant la position accroupie d'oubli douloureuse. Et le vent, mon Dieu, le vent, c'est définitivement pas votre ami quand vous êtes dans une position aussi compromettante. Les sans-abri de Strasbourg appellent l'hiver la saison des pingouins parce que tout le monde marche bizarrement, essayant de se retenir jusqu'à ce qu'ils trouvent un spot intérieur. Certains jours, quand le Mistral souffle à Marseille ou que la bise glace Genève, c'est carrément dangereux de même essayer. Le défi le plus complexe reste peut-être de surveiller les alentours tout en s'occupant de l'affaire en cours. C'est comme être un guetteur et un contorsionniste en même temps. Votre cou fait plus de mouvements qu'à un match de tennis. Un œil sur le trafic qui approche, un autre sur votre équilibre, et d'une manière ou d'une autre, vous êtes censé vous concentrer sur la tâche à accomplir. C'est du multitâche au niveau expert, ou cauchemardesque selon votre perspective. Une fois que vous avez maîtrisé la position et fait ce qui doit être fait, vous êtes confronté à ce qui est peut-être le défi le plus intimidant, le nettoyage. Cela peut sembler simple pour quiconque a de l'eau courante et une salle de bain bien approvisionnée. Mais dans la rue, c'est comme essayer de peindre un chef-d'œuvre avec un crayon cassé. Il faut devenir créatif. Et parfois, cette créativité ferait pâlir MacGyver de jalousie. L'eau devient plus précieuse que l'or. Les fontaines publiques, ces vieux trucs légèrement dégoûtants que la plupart des gens évitent, deviennent des bidets personnels. L'astuce, c'est de chronométrer vos visites quand il y a moins de monde. À moins que vous n'aimiez expliquer pourquoi vous vous lavez les mains dans une fontaine à 3 heures du matin. Une enquête menée en 2024 a révélé que 73% des personnes sans domicile considèrent l'accès à l'eau comme leur plus grand défi quotidien, même avant la nourriture. Ce n'est pas surprenant quand on y pense. Vous en avez besoin pour boire, pour vous laver, pour maintenir un semblant d'hygiène qui pourrait vous permettre d'entrer dans un magasin sans qu'on vous regarde comme si vous étiez une menace biologique. Les bouteilles en plastique vide deviennent des trésors. Remplissez-en une chaque fois que vous le pouvez, car vous ne savez jamais quand vous aurez besoin d'une station de lavage d'urgence. La communauté des sans-abri a une règle non écrite. Ne jamais jeter une bonne bouteille avec un bouchon. C'est de la monnaie, c'est de la survie, c'est de la dignité liquide. Un type que j'ai rencontré pendant mes jours de bénévolat à Lille, il s'appelait Karim, m'a montré ce qu'il appelait son kit de toilette portable. Il avait différentes tailles de bouteilles pour différentes situations. Petite bouteille pour le numéro 1, grande bouteille pour, eh bien, vous comprenez. J'ai un système, disait-il avec une fierté qui m'a brisé le cœur. Comme une trousse de premier secours, mais pour ne pas sentir comme une poubelle. Certaines villes ont empiré les choses. À Lyon, ils ont retiré 50% des fontaines publiques au cours de la dernière décennie. Les urbanistes ont appelé ça l'embellissement urbain. La population sans-abri a appelé ça autrement. Rien de convenable à imprimer. Puis, il y a la chasse au gel hydroalcoolique. Ces petites bouteilles deviennent des marchandises chaudes. Certaines personnes font des deals avec des employés sympas de dépanneurs pour récupérer les bouteilles presque vides à la fermeture. D'autres perfectionnent l'art d'extraire chaque dernière goutte des distributeurs publics dans les entrées de centres commerciaux. C'est comme un jeu vidéo bizarre où le pour-elle est le power-up. Les lingettes pour bébé sont un autre saint Graal. Elles sont essentiellement des douches portables en paquets. Les magasins à 1 euro qui les vendent bon marché deviennent des points de repère sur les cartes mentales de la ville. Une femme sans abri, nommée Fatima, m'a dit qu'elle pourrait écrire un guide intitulé « Où trouver des lingettes humides dans chaque arrondissement ». Elle suivait les prix de chaque magasin et les jours de réapprovisionnement. C'est le genre d'intelligence de la rue qu'on n'enseigne pas à l'école. Mais même avec toutes ces solutions de fortune, vous êtes toujours confronté à une question pressante. Qu'utilisez-vous quand il n'y a rien de disponible? Eh bien, c'est là que commence la vraie improvisation. Quand il s'agit d'alternatives au papier toilette, les rues transforment tout le monde en survivants ingénieux.
Les serviettes de fast-food deviennent une monnaie d'échange. Le journal du dimanche n'est pas juste pour lire, c'est une provision d'une semaine de matériel de nettoyage. Ces prospectus publicitaires ennuyeux fourrés dans votre boîte aux lettres, de l'or pur pour quelqu'un sans accès au Lotus triple épaisseur. L'économie des serviettes de fast-food a ses propres règles non écrites. Les serviettes McDonald's se désintègrent trop facilement. Erreur de débutant. Les serviettes marron de Chipotle sont le choix premium, robustes et étonnamment douces. Les serviettes Starbucks sont correctes, mais il faut en prendre plusieurs car elles sont assez fines. Un sans-abri que j'ai rencontré avait cartographié chaque fast-food dans un rayon de 8 km en fonction de la qualité de leurs serviettes. Burger King a changé de fournisseur l'année dernière, m'a-t-il dit avec une vraie déception. C'était un jour sombre pour tout le monde. Les nouvelles sont comme du papier de verre. La nature fournit aussi des options, bien qu'il faille faire attention. Les feuilles semblent être une bonne idée jusqu'à ce que vous attrapiez le mauvais type. Une étude récente a montré que 15% des visites aux urgences par des personnes sans abri étaient dues à des réactions allergiques causées par du papier toilette improvisé. Le lierre vénéneux est le coupable numéro 1. Rien ne gâche votre journée, comme une situation de démangeaison dans un endroit inconfortable. Les vieux reçus sont partout, mais ils sont essentiellement l'Internet par modem des papiers toilettes. Ils feront le travail, mais personne n'est content du résultat. De plus, des études montrent que les reçus en papier thermique contiennent du BPA, ce qui n'est pas quelque chose que vous voulez près de zones sensibles. La communauté sans-abri a compris ça bien avant que les scientifiques ne le rendent bien public. L'intelligence de la rue battant les blues de laboratoire, encore une fois. Les annuaires téléphoniques. Vous vous souvenez de ceux-ci? Alors que la plupart des gens les voient comme du matériel de recyclage instantané, ils sont en réalité une mine d'or. Les pages sont fines, mais abondantes, et la qualité du papier est étonnamment décente. Un annuaire peut durer 1 mois si vous faites attention. De plus, vous pouvez lire les infos sur les entreprises locales pendant que vous y êtes. On appelle ça du multitâche. Les vrais professionnels développent un 6e sens pour repérer les matériaux utiles. Les sacs de chips vides, nettoyés et séchés, deviennent des lingettes humides d'urgence. Ces essuie-tout des toilettes publiques, il faut les attraper quand on peut. Les distributeurs automatiques sont les pires. Ils vous donnent exactement 8 cm de papier, comme s'ils distribuaient de la feuille d'or. La personne moyenne utilise environ 23 kg de papier toilette par an. Pour quelqu'un vivant dans la rue, collecter autant en alternative équivaut à gérer une opération de récupération à plein temps. C'est épuisant, dégradant et pourtant absolument nécessaire. Dans une ville comme Paris, où même les résidents réguliers ont du mal à trouver une poubelle publique, la gestion appropriée des déchets devient un art qui ferait grimacer Marie Kondo. La chasse aux poubelles suit ses propres règles bizarres. Les poubelles des parcs publics sont vidées quotidiennement, mais les gardes du parc les surveillent comme des faucons. Les bennes de chantier sont parfaites, sauf quand les ouvriers en colère vous chassent. Les bennes de restaurant, seulement si vous voulez affronter des rats territoriaux qui pensent posséder l'endroit. Une étude urbaine récente a montré que les grandes villes ont retiré près de 40% de leurs poubelles publiques au cours de la dernière décennie. Apparemment, leur solution au problème de déchets était de rendre les poubelles elles-mêmes en voie de disparition. Brillant. Les bennes à ordures des supermarchés remportent le concours de popularité. Elles sont généralement cachées dans des ruelles arrière, vidées régulièrement et les ordures puent déjà de toute façon. Un vétéran sans-abri que j'ai rencontré les appelait le système de camouflage de la nature. Il avait cartographié chaque horaire de poubelle de supermarché dans sa zone comme si c'était une opération militaire. « Les mardis matins sont les meilleurs, » disait-il. « C'est quand ils jettent les vieux produits. Ça couvre tout le reste. » Les sacs à crottes pour chiens deviennent des articles de luxe quand vous les trouvez. Ces petits distributeurs dans les parcs à chiens sont comme gagner une mini-loterie. Certaines personnes se lient d'amitié avec des propriétaires de chiens juste pour obtenir leur sac de rechange.
C'est probablement la seule fois où quelqu'un a été heureux de recevoir un sac à merde en cadeau. La plupart des villes dépensent des millions en poubelles intelligentes qui compactent les déchets, mais ne peuvent pas se permettre des toilettes publiques de base. San Francisco a dépensé 20 000 $ pour chacune de leurs poubelles compacteuses à énergie solaire. Cette même somme pourrait acheter 5 toilettes portables. Question de priorité, clairement. La culpabilité environnementale frappe dur aussi. Utiliser des sacs en plastique semble terrible, mais quel choix avez-vous? Les sacs en papier se désintègrent. Les sacs biodégradables coûtent trop cher. Certaines âmes intelligentes ont commencé à utiliser ces sacs de livraison de journaux gratuits. Au moins, ils ont une seconde utilisation avant d'aller à la décharge. Un environnementaliste de la rue, en quelque sorte. Quand vous vivez dans la rue, le timing de votre corps devient aussi imprévisible que les arrivées du métro parisien. Et cette imprévisibilité conduit à toutes sortes de problèmes de santé, ce qui nous amène à la partie peut-être la plus sérieuse de toute cette situation. Dans ces conditions, votre estomac ne se soucie pas que vous soyez sans abri. Il va faire ce que les estomacs font. Mais quand vous ne pouvez pas vous laver les mains correctement, ne pouvez pas trouver d'eau propre et ne pouvez pas maintenir des habitudes régulières, votre corps commence à se rebeller de façon qui ferait rougir un manuel médical. Les chiffres racontent une histoire sombre. Une étude de santé récente a révélé que 68% des personnes sans domicile souffrent de problèmes digestifs chroniques. C'est plus du double du taux de la population générale. Le gel hydroalcoolique et les lingettes pour bébés ne vont que jusqu'à un certain point quand vous vivez dur. Une doctoresse dans une clinique pour sans-abri m'a dit qu'elle peut toujours identifier quels patients ont été dans la rue le plus longtemps, juste en regardant leurs dossiers médicaux. Les infections intestinales, la déshydratation chronique, les fissures anales, les hémorroïdes sévères, ce sont les signatures de la vie sans toilette, m'a-t-elle expliqué avec une tristesse palpable. Les fontaines d'eau deviennent des lignes de vie, mais elles disparaissent plus vite que les cabines téléphoniques. Les villes prétendent qu'elles se modernisent, ce qui signifie apparemment rendre plus difficile de rester propre. Une femme sans abri nommée Sarah gardait une bouteille d'eau mélangée avec une goutte minuscule de savon, son évier portable. « On devient créatif ou on tombe malade », disait-elle. Généralement, les deux. Les piscines publiques étaient des spots secrets de lavage jusqu'à ce qu'elles commencent à vérifier les pièces d'identité et à facturer l'entrée. La plage fonctionne en été, mais essayez d'expliquer à un flic pourquoi vous vous lavez les mains dans l'océan en décembre. Les toilettes des bibliothèques ont ces terribles robinets à capteurs de mouvement qui vous donnent 3 secondes d'eau. À peine assez de temps pour mouiller vos mains, encore moins pour les nettoyer correctement. Le pire, se retenir quand vous ne trouvez pas d'endroit ou n'avez pas de matériel de nettoyage. Des études médicales montrent que cela peut causer des dommages sérieux à votre système digestif. Mais quel choix avez-vous? C'est comme si votre corps devenait un champ de bataille entre la dignité et la nécessité. La constipation chronique devient la norme. Les infections urinaires sont presque garanties. Les fissures anales transforment chaque passage aux toilettes en torture. Et tout cela aurait pu être évité avec, attendez-le, l'accès à une putain de toilette propre. Mais il y a de l'espoir à l'horizon. Certaines villes commencent enfin à se réveiller au fait que l'accès aux toilettes n'est pas juste une commodité, c'est un droit humain fondamental. Et c'est là que les vraies solutions commencent à prendre forme. À Portland, ils ont installé 6 cabines de toilettes ouvertes, 24 heures sur 24 en centre-ville. Elles ne sont pas luxueuses, mais elles fonctionnent. Chacune est utilisée environ 200 fois par jour. 200 fois. Cela met vraiment le public dans toilettes publiques. Ça bat définitivement l'alternative des gens faisant leurs besoins dans les embrasures de porte. Tokyo a tout compris. Ils ont des toilettes publiques qui ressemblent à quelque chose sorti de Star Trek. Des murs qui passent de transparent à opaque quand vous verrouillez la porte. Mais le plus beau, elles sont partout. Vous n'êtes jamais à plus de 5 minutes de soulagement. Pendant ce temps, New York débat encore pour savoir s'il faut ajouter une 3e toilette publique à Central Park. Les priorités, les gens.
Amsterdam a adopté une approche différente. Ils ont installé ces urinoirs extérieurs funky qui s'élèvent du sol la nuit comme des zombies de toilettes bizarres. Pas exactement jolis, mais efficaces. La miction publique a chuté de 50% dans les zones avec ces piss spots pop-up. Ils ont essayé quelque chose de similaire à San Francisco, mais quelqu'un n'arrêtait pas d'essayer d'y faire pousser des plantes, seulement en Californie. Les camions de toilettes mobiles gagnent que du terrain. Seattle a une flotte qui parcourt les rues comme des camions de glace pour votre vessie. Ils ne sont pas parfaits. Les files d'attente peuvent devenir plus longues qu'à un concert de Taylor Swift, mais c'est un début. Un gars sans abri m'a dit que ces camions ont changé sa vie. Pour la première fois en années, a-t-il dit les yeux brillants, je n'ai pas à planifier toute ma journée autour de trouver une toilette. Je peux juste vivre. Les solutions les plus prometteuses viennent des personnes sans abri elles-mêmes. À Chicago, un groupe d'anciens sans-abri a lancé un programme cartographiant les emplacements de toilettes sûres et distribuant des kits d'hygiène de base. Ils savent de première main ce qui fonctionne parce qu'ils l'ont vécu. Leur devise « Tout le monde fait caca, gérons ça ». Il s'avère que le coût d'installation et de maintenance des toilettes publiques est bien inférieur au nettoyage des alternatives ou au traitement des problèmes de santé qui découlent du manque d'accès. À Nantes, ils ont lancé un projet pilote, 15 nouvelles toilettes publiques automatiques dans les zones à forte concentration de sans-abri. Résultat, les plaintes pour urination publique ont chuté de 67%. Les hospitalisations liées à des infections urinaires ont diminué de 43%. Et le meilleur, ça a coûté moins cher que le nettoyage quotidien des rues qu'ils faisaient auparavant. Nous avons commencé ce voyage dans ma salle de bain confortable, devant mon trône de porcelaine que je prends pour acquis tous les matins. Nous terminons avec une vérité inconfortable mais essentielle. Ce que nous considérons comme un droit fondamental est en réalité un privilège que des milliers de personnes n'ont pas. La dignité humaine ne devrait pas dépendre de votre code postal ou de la taille de votre compte en banque. Elle ne devrait certainement pas dépendre de votre capacité à trouver un endroit pour répondre aux besoins les plus basiques de votre corps. Chaque être humain, et je dis bien chaque être humain, mérite un endroit propre, sûr et privé pour gérer ses fonctions corporelles. Ce n'est pas radical, ce n'est pas politique, c'est juste humain. La prochaine fois que vous vous asseyez sur vos toilettes en porcelaine, prenez un moment, juste un moment. Pensez à Philippe et son bureau derrière la bouche de ventilation. Pensez à Karim et son kit de toilette portable fait de bouteilles recyclées. Pensez à Sarah et son évier portable dans une bouteille. Pensez à Fatima qui cartographie les magasins vendant des lingettes humides. Ces personnes ne sont pas des statistiques. Ce ne sont pas des problèmes urbains à résoudre avec des urbanistes et des rapports municipaux. Ce sont des êtres humains qui méritent la même dignité que vous. Et moi avons le luxe de tenir pour acquises. Certaines choses dans la vie sont compliquées. La géopolitique est compliquée. L'économie mondiale est compliquée. Les relations humaines sont compliquées. Mais ça ne l'est pas. Tout le monde fait caca. Assurons-nous que tout le monde ait un endroit digne pour le faire. C'est aussi simple que ça.